Le cinéma est une fresque, infinie, diversifiée et éternelle. Ouais, ça peut paraître un peu abusé dit comme ça, et pourtant elle fige dans son imagerie une époque, un système, et intentionnellement ou pas, une vision. Celle d'un auteur, d'un producteur, de manière plus générale, celle d'un cinéaste. Ces visions, plus ou moins chargées de sens, portent le message depuis l'image jusqu'à l'esprit de son public. Pour que celui-ci fonctionne, il faut donc que l'image soit à la hauteur du propos, et vice-versa. Sinon, il est fort possible qu'on passe à côté de quelque chose de grandiose. Aujourd'hui, on va parler cinéma. On va parler des salles et pourquoi vous devez y foncer. Mais pour étayer mes propos, il faut que je vous parle de quelque chose. L'une des pierres angulaires de cette mosaïque artistique qu'est le cinéma est un long métrage de science-fiction réalisé par Stanley Kubrick et qui fête ses 53 ans cette année. 2001, Odyssée de l'espace. Film vertigineux qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, mais que je pense utile de remettre au goût du jour au vu des récents événements. Coucou Covid. Un peu de contexte s'impose. Avec un scénario écrit par Kubrick dont la carrière s'ornait déjà de chefs-d'œuvre tels que Docteur Folamour, Les Sentiers de la Gloire ou encore Spartacus, et coécrit par Arthur C. Clarke, auteur de science-fiction anglais déjà renommé à l'époque du tournage, il partait déjà avec la confiance des investisseurs et une grande liberté artistique. Cette liberté leur a permis de proposer un diptyque inédit. Un livre et un film. Le film pose les questions et le livre y répond. Car contrairement à une idée reçue, 2001 n'est pas une adaptation du livre. Les deux coexistent et ont été écrits simultanément. C'est à partir de ce postulat que Kubrick s'est permis de monter sur écran une balade symphonique spatiale qui aborde les grands thèmes de la science-fiction. L'évolution de l'homme, la conquête spatiale, la vie extraterrestre, les dangers de l'intelligence artificielle, les distorsions temporelles, etc. Tout sous couvert d'un sous-texte philosophique profond et extrêmement personnel. Car si la dimension grandiose du film prend son sens dans sa réalisation, son aspect vertigineux, lui, réside dans l'écriture d'une fin où tout le monde pourra y voir un message différent selon son vécu, rendant l'expérience 2001 propre à chacun. You know, this isn't just a science fiction film. The best way that I can begin to explain it is to paraphrase Stanley Kubrick. He said, "How do you explain a Beethoven symphony? You can't. You experience it, and your experience may be completely different than mine because you bring a whole different persona to that." Pour moi, ce postulat rend stérile tout débat, toute tentative d'explication ou de chercher une explication à la fin de 2001. Le film établit des thématiques et c'est au spectateur de voir ce que bon lui semble. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans une interview pour les 50 ans du film, l'acteur principal révèle qu'à la sortie de la première du film, une nonne clamait n'avoir jamais vécu une expérience religieuse aussi dingue. Comme quoi on peut vraiment y voir ce qu'on veut. Ces grands thèmes sont brillamment mis à l'écran par Kubrick, qui, en plus d'avoir révolutionné les effets spéciaux avec des plans d'un réalisme fascinant qui fonctionne encore à notre époque, a fait un film juste magnifique. Non mais regardez, c'est fou. Encore aujourd'hui, je trouve que ça fonctionne trop bien. Je vous rappelle qu'on est en 1968, l'homme ne marchera sur la lune que 1 an plus tard. La force de l'esthétique 2001 réside dans la sobriété. Dans les zones en intérieur, les environnements sont professionnels. Ça se sent, on a parfois l'impression de se retrouver dans un open space dans l'espace. Un open space, tu l'as, très drôle. Et pourtant c'est pas sexy un open space. Mais c'est normal, les gars ils sont là pour taffer de base. Il y a très peu d'artifices et quand il y en a c'est justifié. Tout paraît à sa place et les éléments permettent une structure visuelle super cohérente. Sauf ça. Ça, c'est moche. Désolé Kubrick, mais ça m'a vieilli. Ouais. La sobriété se retrouve aussi lors des missions en extérieur, qui plongent son public dans une atmosphère de vide intersidérale jusqu'à aujourd'hui imitée mais jamais égalée. La noirceur terrifiante de l'espace, les missions uniquement rythmées par le bruit de respiration des personnages, des perspectives impossibles pour accentuer l'absence de repères spatiaux, des plans larges pour jouer sur les échelles et souligner la solitude de l'homme face au vide. Toutes sont des mécaniques de réalisation qui contribuent à l'ambiance et permettent aux spectateurs de se retrouver dans une combinaison à la dérive dans l'espace. Bon, vous avez lu le titre de la vidéo, vous avez cliqué dessus, et là je vous parle de 2001, en bon gros fanboy, et ça doit en énerver plus d'un. En plus, 2001 est un film qui parle surtout aux cinéphiles, donc si ton but c'est de demander au grand public d'aller dans les salles, tu rates ta cible. J'en ai conscience. Cependant, pour expliquer l'ampleur d'un art, je pense qu'il est impératif de parler d'une œuvre. Et qu'on l'aime ou non, 2001 est un film qui, 53 ans après, divise les critiques, est étudié en école, fait rêver des jeunes, et transmet toujours son message. C'est indiscutablement une œuvre du 7e art.
Et le plus frustrant, c'est que je peux même pas dire à ceux qui l'ont pas vu, foncez le voir. Je peux pas. Mais la raison, elle est simple. 2001 est un film qui se découvre au cinéma. Et c'est là que je vous demande d'aller au cinéma. Pas pour aller voir 2001, hein, on est d'accord. Quoique, si vous avez la chance d'avoir un cinéma qui le projette pas très loin de chez vous, foncez, direct. Mais surtout, allez au cinéma pour rêver. Des films comme 2001 ont besoin de ça. Ils ont besoin du gigantisme de l'écran et de la noirceur de la salle pour pleinement transmettre le propos à leur audience. Ce sont des films qui sont pensés en immersion pour la salle, que ce soit sonore ou visuel, leurs cadres et les couleurs sont pensés pour un projecteur cinéma. Et leur retirer ça, c'est leur retirer de la substance. L'exemple parfait de cette immersion sont les 3 premières minutes du film, appelé Le monolithe. qui baigne la salle de cinéma dans un malaise acoustique et visuel où un écran noir laisse un sound design oppressant et étrange parcourir notre corps et hanter nos tympans. Ce choix de mise en scène un peu radical et un peu élitiste au premier abord s'inscrit en fait parfaitement dans les propos du film et dessert une vision. Il suffit qu'une lumière soit allumée à côté de la télé pour vous empêcher de rentrer dedans. Et ça sans parler de nombreuses autres distractions qui se trouvent autour de nous quand on est à la maison. Et c'est super important, c'est une scène d'exposition. Voilà pourquoi je vous encourage à aller au cinéma. En plus de rater la chance de potentiellement voir sur le grand écran un film qui deviendra culte dans 50 ans, vous pourriez tout simplement rater le message d'un film, son expérience, et rester totalement en dehors parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Et quand je vois que les studios Warner et la plateforme HBO Max précédée de Disney ont décidé de sortir leurs films simultanément en SVOD et au cinéma, voire uniquement en SVOD, et tout ça sans consulter au préalable les réalisateurs, ça me fait peur. Ça me fait peur pour des films comme Dune 2021, que beaucoup de gens vont regarder en SVOD, et qui sera probablement du même calibre que 2001. Parce que son réalisateur, de Villeneuve, joue sur ça, il joue sur le grandiose, c'est un artiste qui pense ses œuvres pour une salle, comme énormément d'autres auteurs. C'est comme ça. Et malheureusement on reviendra pas en arrière. Le Covid a accéléré les choses, mais on va pas se le cacher, c'était inévitable. Le cinéma est une entreprise capitaliste, mais les spectateurs ont été au rendez-vous. Ils auraient tort de pas continuer. Mais on peut justement jouer ça à notre avantage. Car tant qu'on remplira les salles et qu'on fera des entrées, ils n'arrêteront pas de diffuser. Les réalisateurs, eux, continueront de chercher des idées dans la démesure, et nous, spectateurs, nous continuerons de rêver. Pour les derniers réfractaires qui pensent qu'un film sur téléphone et au cinéma c'est la même chose, je vais vous poser une petite question. Vous diriez avoir vu la Joconde sans avoir visité le Louvre juste parce que vous l'avez vu en photo sur votre téléphone? Non, on est d'accord. Et même si un musée n'est pas l'analogie parfaite d'une salle de cinéma, voir une toile en vrai vous permet d'y découvrir les épaisseurs et les profondeurs des coups de pinceau, qui, pour certains mouvements artistiques, jouent dans la signification de l'œuvre. Eh bien pour moi, voir un film au cinéma, c'est voir une œuvre en vrai, avec toutes ses épaisseurs et toutes ses profondeurs.